Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le mystère des OVNIs. Le sujet de cette histoire nous emmènera sur un terrain méconnu, celui des crashs d'OVNIs. Pour ce premier cas, nous allons faire un bond en arrière de presque 60 ans. Nous sommes aux États-Unis le 9 décembre 1965 dans la ville de Kecksburg en Pennsylvanie. Il est 16h30 quand un objet étrange traverse le ciel au-dessus des Grands Lacs, à la frontière des États-Unis et du Canada, sur un axe nord-ouest-sud-est. Des centaines de témoins aperçoivent l'objet en flammes et le signalent aux autorités, qui pensent d'abord à un avion en feu. Les témoins décrivent une masse orangée traînant de la fumée dans son sillage. Plusieurs pilotes, en vol au moment des faits, aperçurent également le phénomène et parlèrent d'ondes de choc ressenties à proximité de l'objet. La traînée de vapeur persista plus de 20 minutes après le passage de l'objet. Elle fut d'ailleurs filmée et photographiée par de nombreux témoins. À 16h45, deux enfants qui jouaient dans un bois à côté de la petite ville de Kecksburg virent un objet lumineux s'écraser au milieu de la forêt et mettre le feu aux arbres alentours. Immédiatement, ils rentrèrent au domicile familial, racontèrent l'histoire à leur mère qui prévint la police et les pompiers. Alors que les forces de police ainsi que les pompiers arrivaient juste sur le site, un escadron militaire de la base de Lockbourne, en Ohio, se présenta sur les lieux, prit le contrôle de la zone et intima l'ordre à toutes les personnes présentes de partir immédiatement. Peu de temps après, le responsable du détachement militaire prévint les autorités locales qu'il n'avait rien trouvé sur le site et l'escadron repartit. La thèse officielle, à l'époque des faits, fut celle de la chute d'une météorite qui se désintégra au moment de l'impact. La NASA affirme quant à elle aujourd'hui qu'il s'agissait des restes d'un satellite russe. Tout ceci aurait pu en rester là, mais deux enquêteurs privés, Clark McClelland et Stan Gordon, ont retrouvé et interrogé deux pompiers qui étaient arrivés sur les lieux de l'incident avec leur équipe avant que l'armée ne boucle la zone. Ce soir-là, le chef pompier Robert Bittner et son assistant James Myers pénétrèrent dans les bois, s'attendant à trouver les débris d'un avion écrasé. Ils découvrent en fait un objet de forme conique d'environ 3,30 m de haut, planté dans le sol selon un angle d'environ 30 degrés. Le haut des arbres est décapité et les buissons sont écrasés. Mais l'objet se trouve quasiment intact, ne portant aucune trace d'une quelconque combustion. À sa base, on peut voir un cercle sur lequel est inscrit une suite de symboles graphiques. Bittner racontera comment son équipe a pu observer l'objet avant de se faire intercepter par l'armée, puis escorter en dehors des bois. James Myers racontera par ailleurs qu'un camion à plateau quitta les lieux très tard dans la nuit, transportant un objet recouvert d'une bâche. Il ne faisait aucun doute que l'armée américaine avait enlevé l'objet, ni ensuite y avoir découvert quoi que ce soit. C'est le 662e escadron de radar, basé à l'arsenal de Hockaday, qui fut le groupe militaire impliqué dans le traitement de ce crash. En mars 1966, l'ufologue Ivan Sanderson a compilé un compte-rendu détaillé de divers témoignages oculaires, et s'est bientôt rendu compte qu'il y avait plus dans cette histoire qu'une simple météorite. Ces résultats ont indiqué que l'objet a suivi une trajectoire bien déterminée, qu'il s'était déplacé du nord-ouest au sud-ouest. Son trajet visible a duré au moins 6 minutes, ce qui indique une vitesse bien trop lente pour un météore. En 2015, 50 ans après les faits, deux chercheurs, M. Eschler et M. Van, travaillant pour le MUFON, ont avancé une théorie qui, selon eux, l'explique. L'objet volant non identifié, qui est tombé le 9 décembre 1965, disent-ils, serait un véhicule de rentrée atmosphérique, le General Electric Mark II, qui avait été lancé par l'Air Force comme satellite espion, mais qui serait tombé hors de son orbite. Leurs recherches suggèrent que le véhicule a été lancé depuis l'île Johnston dans le Pacifique 2 jours plus tôt dans le cadre du programme américain top secret pour espionner l'Union soviétique depuis l'espace. Bien sûr, personne n'a jamais voulu admettre que nous espionnions la Russie, a déclaré Mr. Vance. Ce véhicule était dans le nez des fusées Thor, Atlas et Jupiter au début des années 1960, a-t-il déclaré. Et c'était à l'envers, ce qui signifie que la section conique était encastrée dans le véhicule. Plusieurs critères semblent correspondre à l'OVNI de Kecksburg, selon eux. Les voici. La taille et la forme semblent similaires. Le véhicule GE avait 4 jets de contrôle, ce qui expliquerait la descente en virage contrôlé décrite par les témoins. L'un des métaux dans sa construction était le cuivre, ce qui expliquerait les flammes vertes que les gens voyaient. Les photos du véhicule de rentrée semblent montrer des marques qui auraient pu sembler étrangères aux observateurs civils. Autre point très important, nous pensons que cette chose contenait un générateur nucléaire, a déclaré Mr. Vance. C'est pourquoi les militaires seraient arrivés si vite, pour éviter toute fuite de rayonnement. À ce jour, aucune de ces explications n'ont encore été validées officiellement par les autorités des États-Unis ou russes. Je vous laisse ici pour cette première partie. Merci pour votre fidélité, vos partages ainsi que vos pouces en l'air. A bientôt pour la deuxième partie de Crash en pagaille. Elle promet d'être emplie d'une aura de mystère.